Alors, peut-être l'endroit où je suis né, déjà, pour commencer, parce que je suis né en Sologne. Et la Sologne, c'est le plus grand réservoir de biodiversité d'Europe, enfin, un des plus grands d'Europe. Et j'ai vu ce territoire, je l'ai pratiqué en tant qu'enfant et je l'ai vu se transformer. Ma grand-mère avait une maison dans laquelle je passais tous mes week-ends et qui était au milieu des bois. Voilà. Et donc, j'ai appris ce lien à la nature en Sologne. Et puis, grandissant, je me suis aperçu qu'en fait, beaucoup d'endroits où j'allais, on ne pouvait plus y aller parce que c'était engrillagé, parce que c'était privatisé. Voilà. Et puis j'ai vu cette nature se modifier. Et surtout, j'ai vu un territoire finalement qui avait un patrimoine incroyable et en même temps était un patrimoine de souffrance. Il y avait un décalage entre cette nature, ce lien à la nature que j'avais construit, et puis la vie de ce territoire. Donc ça a commencé là. Et puis après, peut-être beaucoup plus tard, en fait, j'ai eu un parcours d'engagement dans l'éducation populaire, les colonies de vacances, la formation des animateurs, le BAFA, toutes ces affaires-là. Et à travers ça, j'ai aussi découvert la question profonde de la démocratie, voilà, de comment en fait on permet à chacun de s'émanciper, de grandir, de fabriquer ses opinions. Voilà. Et ça m'a conduit vers les questions environnementales plus tard, mais ça a été important. Mon arrivée sur les questions environnementales et écologiques, elle s'est faite à la fois par ce lien à la nature, mais aussi par cette question de la démocratie. Alors, pas directement, mais quand même. J'ai fait des études en aménagement du territoire et en géographie. Et ça, déjà, quand même, penser l'aménagement du territoire, c'est penser notre manière d'habiter sur Terre et d'organiser notre façon d'habiter sur Terre. Et ça c'est l'écologie. Écologie, ça veut dire oikos, ça vient de oikos, et oikos, c'est la maison, l'habitat. Donc, en fait, finalement, en travaillant sur l'aménagement du territoire, formation qui m'avait paru d'ailleurs assez technocratique. C'est pour ça que j'ai été vers la géographie après, parce que je trouvais que ça ouvrait peut-être sur quelque chose de plus, d'un rapport plus poétique au monde et un rapport moins technique au monde. Et donc ces études m'ont forcément ouvert sur ces sujets du territoire, la question de comment quelle relation entre les êtres vivants, les humains, et leur territoire de vie, et leur espace de vie. Le territoire, c'est la notion qui croise le géographique, l'espace physique, et l'humain, le social. Voilà, et donc j'ai appris ça. Et puis enfin, j'ai fait une formation, un master d'ingénierie de la formation pour adultes. Et là aussi, j'ai retrouvé d'autres réflexions sur justement comment on construit notre rapport au réel, notre rapport au monde. J'ai travaillé sur les journaux de voyage, par exemple, et ça m'a aussi ouvert sur les questions écologiques. Alors en fait, c'est particulier parce que vraiment, je crois que je suis rentré en politique plutôt sur les dimensions de citoyenneté et de démocratie avant d'être rentré sur les questions environnementales, même si elles étaient là. Je faisais un lien un peu direct entre ces sujets-là et la façon dont chacun va pouvoir participer à la prise de décision. Mais mon premier sujet, c'était celui-là, c'était l'éducation populaire. Et donc, j'ai participé à des mouvements universitaires, alors pas tant en tant qu'étudiant, mais parce que j'étais dans une association d'éducation populaire qui a accompagné un mouvement à Tours qui s'est appelé l'Université du Devenir, CITE, et qui, au moment des grèves pour le CIP, qui était une espèce de contrat jeune précaire, en fait, pour faire un peu court, il y a eu des manifs partout dans notre pays, et à Tours, des tas d'étudiants ont voulu utiliser ce moment comme un moment de refondation, de réflexion, d'éducation populaire. Et moi, l'association dont je m'occupais, que j'avais créée à Tours, a accompagné tout ce mouvement. Donc ça s'est traduit par des débats dans la rue, ça s'est traduit par des cours transversaux entre des profs dans des cafés où on mélangeait des maths et de la philo. Ça s'est ouvert. Voilà. Et ça a été pour moi le début de la prise de conscience forte il fallait aussi aller inspirer le champ politique qui avait pas. Moi, j'étais plutôt un associatif qui regardait ça de loin. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais non, ça va pas suffire. Il faut un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et c'est comme ça que je me suis rapproché progressivement de la vie politique par une première candidature, d'ailleurs, pour défendre le mouvement des chômeurs. Et ça, c'est peut-être la deuxième anecdote. C'est qu'il y a eu en 2001,
un mouvement des chômeurs qui demandait à être représenté dans les instances de l'UNEDIC. Alors ça s'appelait pas l'UNEDIC à l'époque, puis ça s'appelait l'UNEDIC je crois déjà à l'époque. Et donc du coup ils ont demandé à être représentés, et donc il y a eu tout un mouvement pour dire on est les oubliés de tout le monde. On est les oubliés évidemment des syndicats aussi, on est les oubliés. À l'époque l'enjeu c'était de défendre les travailleurs et moins les demandeurs d'emploi. Voilà. Et donc ce mouvement m'a conduit à participer à une liste à Tours. Pour les régionales, c'était pas en 2001, c'est même avant, c'était en 1998 pour être très précis, en 1998, et une liste qui s'est tenue alors à l'époque on pouvait faire une liste au régional dans un seul département. Comme nous on n'avait pas les moyens de faire plus, on a fait une liste seulement à Tours. Et je me suis retrouvé, je crois, numéro 3 sur cette liste qui s'appelait Urgence sociale. Et déjà il y avait le terreau de mes engagements d'aujourd'hui, qui sont quand même le combat pour l'égalité et le combat pour l'écologie, qui sont pour moi deux sujets totalement liés. Voilà, donc ça je suis passé progressivement de l'action associative en direction des jeunes, c'était un sujet très important, vers une candidature dans des listes à caractère citoyenne, parce que évidemment c'était pas un parti, il y avait pas de parti qui soutenait cette démarche-là, c'était plus pour mettre en visibilité une revendication, un mouvement au moment des élections régionales de 1998, et ça ne nous rajeunit pas. Alors en fait c'est assez particulier, je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible, mais en fait au début j'avais pas forcément l'intention de refaire un troisième mandat. Et aujourd'hui, j'envisage d'en faire un si je me retrouve en position de pouvoir porter vraiment le projet qu'on est en train de construire à 1200 mains, puisqu'on est 600 à fabriquer notre projet. En fait, j'avais fait 2 mandats, je trouvais ça déjà vraiment bien. Quasiment 12 ans d'une vie, enfin 11 ans d'une vie, je trouve que c'est déjà beaucoup de temps. Et donc du coup, j'étais plutôt dans l'idée de laisser la place à d'autres qui arrivaient derrière. Et puis, l'écologie politique a gagné en légitimité. Elle a gagné en légitimité parce que beaucoup parlent maintenant de ce sujet-là. On n'en parle pas toujours bien, mais en tout cas on en parle. Elle a gagné en légitimité parce qu'il y a eu des victoires aux élections municipales notamment. Et puis il y a un sentiment que nous avons, en tout cas moi j'ai profondément, d'urgence, d'inquiétude pour nos enfants, pour l'avenir. Et tout ça mis ensemble a fait que je me suis dit mais c'est peut-être possible que l'écologie politique arrive en responsabilité à la tête de la région. Et pour pouvoir assumer une telle responsabilité, même si je suis plutôt pour déconcentrer les pouvoirs plutôt que de les concentrer sur un président ou une présidente, je me suis dit finalement j'ai l'expérience pour cette fonction-là, pour être l'animateur, le facilitateur d'une dynamique collective. Donc là, la perspective de pouvoir remporter la région me mettait beaucoup de pression pour que je sois candidat. Et en fait, tout ça, le fait qu'on puisse construire vraiment une dynamique forte, collective, le fait qu'il y ait un contexte qui soit favorable, je me suis dit ça vaut le coup de remettre de l'énergie à cet endroit-là. Et par contre, comme je l'ai dit très souvent, si nous ne sommes pas en situation de victoire, si nous nous retrouvons en position plus de soutien à une candidature qui ne serait pas la nôtre au deuxième tour, pour ma part, je laisserai la place à de nouvelles personnes parce que je crois profondément au renouvellement dans la vie politique. Voilà. Et donc je suis prêt à être président, mais je ne suis pas indispensable comme vice-président, par exemple. Voilà. Et d'autres, s'il fallait repartir là-dessus, je pense qu'il y a vraiment tellement de gens de qualité dans notre démarche que ça peut se faire tout à fait sans moi. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que je pose les choses aujourd'hui. Comment dire, ça demande tellement d'investissement qu'évidemment, sans arrêt, moi je réfléchis à quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Parce qu'il faut penser au moment où ça s'arrête tout ça, parce que sinon c'est vertigineux, quoi. Voilà, c'est vertigineux. Donc voilà, ça m'a conduit à cette position-là, qui est la plus confortable pour moi aussi, mais que je trouve la plus juste vis-à-vis des autres. C'est je suis prêt à être président, et d'ailleurs j'ai été choisi par tout le monde, en tout cas personne n'a imaginé d'autres alternatives. Il y a une confiance qui m'est donnée, qui me donne une énergie de fou, parce que c'est quand même pas rien d'être, de se sentir la responsabilité de porter cette confiance. Et dans le même temps,
je n'ai pas envie voilà, de me lier pieds et poings à la région durablement. Je ne suis pas indispensable au dispositif. Je suis nécessaire aujourd'hui pour être président, je pense, dans la démarche que nous avons construite, mais je ne suis pas indispensable et donc d'autres font très très bien ce que j'ai fait et ça renouvellera et c'est vraiment important. L'échelle régionale, c'est une échelle extrêmement intéressante parce que c'est une échelle peu connue, qui paraît lointaine, mais elle s'occupe vraiment de nos vies quotidiennes. Elle s'occupe de mobilité, elle s'occupe d'économie, elle s'occupe de formation professionnelle, elle s'occupe même de santé. Et dans la période, voilà, c'est un sujet quand même un peu central. Elle s'occupe d'aménagement du territoire, donc comment on organise nos vies dans les territoires. Donc elle est quand même au cœur de ce qui fait nos vies de tous les jours. Pour autant, elle n'a pas évidemment toutes les responsabilités pour garantir des transformations, mais je peux citer 3 projets que j'ai réalisés dans ce mandat, que j'ai eu en tout cas le plaisir de conduire, et qui à mon avis sèment les graines de transformation plus profonde. Le premier sujet, c'est le travail sur la démocratie permanente. La démocratie, ce que j'ai appelé la démocratie permanente, c'est l'idée d'une démocratie qui vit tout le temps et partout, dans tous les territoires et entre 2 élections, qui resitue l'élection comme étant un temps important, mais pas le seul temps important, qui redonne de la force au contrat social entre les citoyens et ceux qui les représentent, donc les élus. Et pour faire ce travail-là, en fait, je pense avoir été parmi les premiers à aller poser la question aux gens, mais de quelle démocratie vous voulez? Quelle démocratie nous pouvons fabriquer ensemble? Comment on peut redéfinir ce fonctionnement démocratique? Qu'est-ce que peut être un élu? C'est quoi la posture qu'on peut attendre d'un élu? De quelle manière vos initiatives peuvent être reconnues et participer aux transformations qui sont en jeu? Donc, je ne vais pas tout raconter parce que ce serait long, mais 1 an de travail dans les territoires, une tournée citoyenne à la rencontre des habitants, plus de 3000 habitants de la région qui ont amené des contributions. On a recueilli beaucoup de propositions pour faire progresser la démocratie en région et j'ai fait voter, à la suite de tout ce travail-là, en avril 2018, une délibération avec 25 mesures immédiates pour améliorer la démocratie en région et 7 chantiers pour une démocratie du futur. Moi, je suis très fier de ça, pas tant du résultat immédiat que de ce que ça a mis en mouvement d'un point de vue culturel, tant à l'intérieur de la région que dans le territoire, parce qu'il y a plein de gens qui s'en sont saisis, et alors même, et c'est ça le mieux, à l'extérieur de la région. C'est-à-dire que ce qui est assez génial, c'est que quand je vais raconter ce qu'on a fait, ça donne envie à d'autres de faire. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est le récit, la force du récit. Donc il y a ça, premier sujet. Voilà. Et puis le deuxième, qui découle d'ailleurs de ce travail sur la démocratie permanente, c'est le lancement d'une COP régionale. Comme la COP mondiale, la COP 21, tout le monde en a entendu parler parce qu'elle s'est tenue dans notre pays. D'ailleurs, on a tendance à ne se rappeler que de celle-là et pas parler des autres, mais chaque année, il y a une conférence des parties. C'est une conférence des parties, c'est une espèce de cadre de négociation sur les ambitions pour faire face au dérèglement climatique et les ambitions et les contributions de chaque pays pour réussir ça. Et ben, nous, on l'a fait à l'échelle d'une région, non pas pour fixer des ambitions, mais pour fixer des actions concrètes pour que ces ambitions deviennent opérationnelles. Et on a mobilisé toutes les parties prenantes, alors ce n'est pas les pays qu'on a mobilisés dans la région, mais on a mobilisé les acteurs économiques, les acteurs publics, les acteurs de l'éducation, de la formation, de la recherche, de la culture, les citoyens individuellement comme dans leur collectif, association ou autre. Et puis on a mobilisé aussi les banques. Un exemple, on a une banque qui a créé un compte épargne pour financer des projets dans le cadre de la COP régionale. Voilà, et donc on a mobilisé beaucoup de monde, on a signé un premier accord COP au mois d'octobre dernier, et dedans, il y a 300 engagements qui sont pris par des entreprises, des communes, des acteurs. On a mobilisé beaucoup de citoyens, il y a eu 50 000 défis citoyens qui ont été lancés pour lutter contre le dérèglement climatique. Bref, vraiment une originalité dans la façon de faire, et c'est encore en cours hein, évidemment, mais ça a obligé tout le monde à sortir de son couloir. Parce que, en fait, quand on regarde aujourd'hui la lutte contre le dérèglement climatique ou contre l'effondrement de la biodiversité, il y a plein de gens qui font des choses bien. Mais il y a aussi plein de choses contraires qui sont faites. Et comme chacun avance un peu dans son couloir, et ben, quand on fait la somme de tout ce qui est fait, ça ne fait pas le résultat. Et donc, pour atteindre le résultat, il faut changer de méthode. Il faut changer dans les façons de faire. Il faut aller plus loin, plus vite pour certains sujets. Il faut faire autrement, changer de chemin pour certains sujets. Ben, en gros, la COP régionale,
c'est un peu ça. C'est un changement de méthode démocratique pour réussir à atteindre les trajectoires sur lesquelles nous ne sommes pas du tout alignés. Nous ne sommes pas alignés sur les trajectoires de réduction des consommations d'énergie, nous ne sommes pas alignés sur les trajectoires de réduction des gaz à effet de serre, nous ne sommes pas alignés sur les trajectoires liées à la biodiversité. Bref, on a quand même la pente est raide, quoi. Voilà. Et donc la COP, pour moi, c'est un outil pour amplifier, accélérer, changer de méthode, et j'espère qu'elle portera tous ses fruits à l'échelle d'une région, même si tout ne se joue pas là. Et puis le troisième sujet que je voudrais mettre en avant, c'est un travail autour de l'énergie dans les territoires. Je crois profondément en la déconcentration de l'énergie, en la décentralisation, c'est-à-dire sortir de systèmes très centralisés comme on connaît en France, et le nucléaire est par exemple un système très centralisé et qui pose plein de difficultés, des difficultés voilà, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, voilà, et c'est pour tout le monde, de désappropriation par les citoyens de cet enjeu-là. Par exemple, on est un pays où on paye très peu cher l'énergie, et ce qui a pour conséquence qu'on est un pays qui consomme beaucoup d'énergie puisque c'est pas cher. Alors, on peut trouver que c'est cher quand on voit sa facture, mais en fait, on est un des pays d'Europe où l'énergie est la plus subventionnée et donc qui donne des situations de consommation très importantes. Et deuxième élément, c'est qu'on dissocie trop les questions de production et les questions de consommation d'énergie, alors qu'il faudrait calibrer notre production sur une consommation réduite. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Donc moi, j'ai travaillé sur ce que j'appelle des communautés locales d'énergie, des systèmes énergétiques territoriaux qui permettent de rapprocher ces deux sujets-là, de donner la main aux citoyens, aux élus, aux acteurs dans les territoires pour qu'on redéfinisse finalement des circuits courts de l'énergie dans les territoires. Et notamment là-dessus, j'ai créé un dispositif 1 euro citoyen, 1 euro de la région pour des projets de production d'énergie renouvelable dans les territoires. Donc il y a une quinzaine de projets qui sont en cours. En gros, voilà, des citoyens créent des outils avec leur épargne, ils mobilisent leur épargne sur de la production d'énergie renouvelable et c'est extrêmement intéressant parce que c'est local, parce que c'est porté par les citoyens, la gouvernance implique les citoyens, voilà. Et donc là il y a une voie nouvelle. Pour moi la démocratie c'est aussi reprendre la main sur notre alimentation, sur notre énergie, sur ce qui fonde aussi notre vie tous les jours. Là c'est une manière de reprendre la main sur la question de l'énergie et c'est central. Voilà 3 exemples. Il y a eu d'autres choses, mais ces 3-là, moi, c'est 3 points peut-être de fierté particulière, ou en tout cas d'actions qui ont été réalisées qui me semblent pouvoir nous dire quelque chose de demain. Alors en fait, je dirais que les changements ils vont s'engager à toutes les échelles. Mais si on attend que l'autre échelle s'y mette, on risque d'obérer la possibilité d'y arriver. Je dis ça parce que souvent on dit oui mais l'échelon local c'est pas là où il se passe. Voilà. L'échelon local c'est quand même l'endroit de l'opérationnalisation, de l'incarnation concrète des changements. 2, c'est l'endroit où les gens se connaissent et se reconnaissent et peuvent fonder comment dire, des collectifs de transformation. C'est l'endroit où on agit très, très concrètement. Donc on a besoin parfois que ça parte de là et on a besoin évidemment que on donne de la puissance à tout ça à des échelles internationales comme à des échelles nationales. Moi je crois profondément dans l'idée que nous avons une échelle européenne qui est déterminante pour massifier les interventions sur le sujet. Il faut évidemment une Europe qui fonctionne un peu différemment, qui se donne des ambitions beaucoup plus fortes sur le sujet, mais je crois vraiment que cette échelle-là, c'est une échelle de cohérence de nos actions sur la lutte contre le dérèglement climatique, voilà, je prends des exemples. Si on veut transformer les mobilités, évidemment on va le faire à l'échelle nationale, mais on peut le penser à l'échelle européenne et l'Europe peut appuyer complètement les transformations des mobilités, les mobilités ferroviaires, l'intermodalité. Donc je crois vraiment que c'est une échelle de mise en cohérence extrêmement importante. Et puis évidemment, à l'échelle mondiale, il y a des négociations, c'est ça le sens du processus des COP. Il y a des négociations mondiales. On voit bien qu'elles ont du mal parce que la régulation à l'échelle mondiale ne se fait pas facilement. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une pression citoyenne à tous les étages pour pouvoir pousser les pays à être beaucoup plus ambitieux sur leurs choix. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que l'échelon national est souvent quand même un échelon un peu égoïste. C'est-à-dire que c'est aussi un échelon où on sent, par exemple à l'échelle de l'Europe,
Quand on est trop ancré sur l'échelon national, bah, c'est la bagarre entre chaque pays, entre les anciens pays, enfin les pays de l'ancien bloc de l'Est, qui vont défendre une forme de dumping social parce que ça fait des emplois pour leurs habitants dans des entreprises qui vont être des entreprises qui vont venir plutôt de l'Ouest. Voilà. Et donc il y a des espèces de deals qui existent, mais on sent que dans le débat entre les pays, c'est pas le débat entre tous les citoyens et qu'on a parfois des visions un peu égoïstes qui conduisent à avoir beaucoup de mal. On peut le voir aussi sur la question de l'accueil des migrants, par exemple, où on a quand même des positions extrêmement conflictuelles, hein, avec ce qui s'appelle le mécanisme de Dublin, qui conduit à faire en sorte que finalement on se répartit pas collectivement ce devoir d'accueil. Les gens sont là, ils sont là. Quand ils sont là, on doit les accueillir. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir accueillir sans fin. Évidemment, on a plein de problèmes liés au dérèglement climatique qui vont amplifier ces migrations. Mais on ne peut pas les regarder simplement en disant on va les bloquer aux frontières. Ça ne règle aucun sujet. Et là, la coopération européenne pourrait être une bonne réponse pour que la charge soit juste. Et bien ça, on voit que les pays ont du mal à se mettre d'accord sur des sujets comme cela. Donc, moi, je crois beaucoup en l'échelle à laquelle les citoyens ont prise, voilà, donc localement. Et puis après, je crois évidemment au fait qu'à des échelles comme l'Europe, on peut faire bouger et avancer les sujets. Alors, il y a des enjeux économique majeur quand on commence à parler de transformation écologique, et je dirais même que la transformation de l'économie par l'écologie est au cœur de tout. C'est-à-dire que, et d'ailleurs je dirais que l'avenir même d'une bonne part de nos activités économiques dépend du fait qu'on va faire la transformation écologique ou la transition écologique. Je peux prendre des exemples concrets. Quand nous sommes dans une région très marquée par les activités industrielles comme l'automobile, l'aéronautique, on sait très bien que ces activités, elles vont devoir se transformer. Alors, voilà, la question, le débat peut porter sur le rythme, sur la façon de transformer, les réorienter vers quoi. Là, il y a des sujets là-dessus, mais je pense qu'à peu près tout le monde peut s'accorder pour dire que ces activités-là, elles peuvent pas durer en l'état. Et pourtant, aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'on réinjecte de l'argent dans ces activités sans envisager leur futur. On a pu voir pendant la crise aussi qu'on avait un certain nombre d'activités qui étaient très fragiles parce que très dépendantes de matières premières venant de l'autre bout du monde, ou je pense aux médicaments, où les principes actifs, 90% des principes actifs des médicaments fabriqués dans notre région, qui est une des industries phares dans notre région, arrivent de Chine. Voilà. Et donc ça pose quand même des questions majeures de solidité des activités. Donc pour répondre à la question de l'économie, l'écologie, je dirais, est l'avenir de l'économie. C'est elle qui va transformer l'économie. Donc on aura une économie plus relocalisée, une économie qui consommera de moins en moins de matières premières, de moins en moins d'énergie, qui générera de moins en moins de déchets. C'est indispensable. Et donc ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et puis on va avoir une économie qui va changer un peu de logique. C'est-à-dire que le but ne va pas être que de vendre des produits et générer des besoins, mais plutôt d'essayer de faire correspondre ce que l'on produit à ce dont nous avons réellement besoin et à des usages. Par exemple, plutôt, je donne souvent cet exemple personnel d'une erreur de consommation que j'ai fait, mais que plein d'autres ont fait. J'ai acheté une remorque un jour, j'avais vraiment besoin de cette remorque pour faire des travaux. Mais une fois que j'ai eu fini mes travaux, j'avais pas besoin de cette remorque. Et elle est toujours dans mon jardin. Je vais même vous dire, j'ai changé de véhicule et j'ai plus d'attache. Voilà, une consommation qui n'a pas de sens. Une perceuse, les gens achètent des perceuses, la durée moyenne d'utilisation c'est 45 minutes par an d'usage de la perceuse. Est-ce qu'on a besoin pour 45 minutes par an d'avoir chacun sa perceuse? Voilà, d'où des gens fabriquent des outils tech où on peut emprunter En fait, ce qu'on a besoin, c'est pas d'une perceuse, on a besoin de faire un trou. Donc la question c'est comment je fais le trou. Ouais. Donc c'est ça, penser l'usage. On appelle ça l'économie de la fonctionnalité. C'est des mots un peu compliqués, mais voilà, c'est-à-dire une économie qui est basée sur l'usage et la fonction réelle et non pas sur le fait de générer des besoins. Ça conduit à quoi? Ça conduit à des tas d'objets qu'on achète, on parle d'obsolescence programmée, dont la durée de vie s'arrête à un moment donné, ou d'objets à usage unique que l'on jette. On le voit là en ce moment avec les masques, avec tout ça quand même, le retour du plastique, le retour de l'usage unique, voilà, pour des raisons de santé évidemment dans la période. Mais on voit bien ce que ça dessine comme monde quand on est dans un monde dont les ressources sont finies. Voilà. Et ces ressources, elles sont épuisables. Voilà. Et elles sont épuisées d'ailleurs pour une partie. Et donc on est devant en ce moment-là. Donc voilà, sur l'économie. Après, sur le budget
de l'écologie, des transformations de l'écologie à l'intérieur du budget régional. C'est compliqué à dire parce que il y en a un peu à plein d'endroits. Il y en a dans les politiques d'aménagement du territoire quand on finance l'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple. C'est-à-dire qu'on isole mieux les bâtiments pour qu'ils consomment moins. Il y en a dans les transports quand on va financer le train, évidemment. Il y a un budget en tant que tel, par contre, de l'environnement et de la transition énergétique. Et honnêtement, à mon goût, il est trop petit ce budget. Voilà, il est à peu près il y a à peu près 7 millions d'euros, entre 6 et 7 millions d'euros consacrés sur un budget d'1 milliard et demi. Hein. Voilà, donc je parle en fonctionnement. Donc si je rajoute l'investissement, on peut à peu près multiplier par 2. Donc c'est pas énorme par rapport aux enjeux. Voilà, mais si je prends tous les bouts que j'évoquais dans toutes les politiques publiques, voilà, chiffrage qui est pas fait parce que c'est compliqué à dire. Est-ce que là on est bien dans l'écologie, on n'y est pas. Voilà, sans doute c'est beaucoup plus conséquent. Mais je crois qu'on a besoin de leviers beaucoup plus forts. Par exemple, on avance assez peu sur les énergies renouvelables. Je pense qu'on devrait être beaucoup plus, on devrait mettre plus d'argent pour faciliter l'appropriation de cet enjeu-là, pas tant pour financer directement seulement les énergies renouvelables, mais pour financer des dispositifs comme celui que j'annonçais tout à l'heure, des citoyens qui se saisissent de l'énergie, pour faire un travail dans les territoires, pour faire avancer ces questions-là. Donc là-dessus, on aurait besoin de mobiliser beaucoup plus de force. Il y a assez peu de ressources humaines qui travaillent directement sur les questions d'écologie, en tout cas à mon goût, pas assez par rapport à ce qui serait nécessaire. Je prends la direction de l'économie. Moi, j'aimerais avoir dans la direction de l'économie des gens qui font de l'écologie pour transformer l'économie. Voilà. Et vous voyez, donc ça suppose des changements importants. Et donc, je crois que oui, il faut aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Elle est essentielle parce que quand la jeunesse se saisit de sujets, elle a d'abord des manières de s'en saisir qui sortent de toute forme institutionnalisée, souvent. Elle vient bousculer des façons de faire, une forme de pensée unique. Et donc, ça... Voilà. Et puis, je vais même le dire, quand on regarde dans l'histoire, moi j'ai fait un de mes mémoires de recherche sur les mouvements de jeunesse. En fait, ça fait un peu peur. Et quand la jeunesse sort dans la rue, il y a une forme d'inquiétude. On ne sait pas, voilà. Et en fait, je crois que le sujet devant lequel nous sommes, c'est pas mal d'avoir un peu peur, pas peur du chaos, mais de se dire ah ouais, quand même, la marche elle est très haute, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que la peur c'est un moteur, la sidération elle paralyse. C'est-à-dire, je sais plus rien faire. Mais la peur, et non pas l'angoisse, hein, mais la peur de se dire, quand même c'est important. Voilà, la peur pour nos enfants, la peur. Elle met les gens en mouvement dans des transformations. Et donc les jeunes suscitent aussi une interrogation. Moi, quand on entend un jeune dire « je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse des études, si demain le monde s'effondre », on ne peut pas rester anodin devant ça. En tout cas, moi, ça me touche profondément. Ça me touche dans les tripes. Et je me dis, voilà, ça nous interpelle. Et puis, et la petite anecdote avec des jeunes, quand il y a eu les manifestations Youth for Climate, on les a reçus à la région. Et je peux leur dire merci parce qu'ils m'ont sauvé une partie de mon budget. Parce qu'ils sont arrivés, ils avaient étudié l'état du budget de la région et en fait il était prévu en baisse, voilà, pour des raisons diverses et variées. Et en fait après ce rendez-vous, finalement mon budget a été rétabli, enfin mon budget, celui dont j'avais la responsabilité, a été rétabli parce que les jeunes avaient interpellé là-dessus. Et d'un coup, ça avait plus de puissance que ce que j'aurais pu dire moi, tout seul à l'intérieur. Voilà. Donc je crois beaucoup à l'idée d'alliance entre les mobilisations citoyennes et ceux qui demain vont prendre des responsabilités. Quand je dis alliance, c'est pas complicité, c'est parce que ça pousse d'un côté, ça donne de la force à l'intérieur quand on veut prendre des décisions. La pression citoyenne, moi je dis souvent la poussée d'Archimède, ça vous renverra à vos cours de physique-chimie. La poussée d'Archimède fait que ça amène un sujet sur le devant de la scène et ça contraint les décideurs, globalement, à regarder le sujet différemment. Voilà, je ne dis pas que ça marche à 100%, évidemment, mais je vais peut-être conclure là-dessus. Pour moi, c'est plus facile d'être écologiste dans le contexte d'aujourd'hui, même si tout est difficile, parce que la marche, elle est très haute. C'est plus facile parce que du côté des citoyens, il se passe quelque chose. Quand on est un peu tout seul, on a le sentiment d'être tout seul à se battre là-dessus, et que c'est pas soutenu,
c'est beaucoup plus que compliqué que quand il y a un mouvement un peu de fond. Et là, on sent que ce mouvement, il est là, que la crise Covid a amplifié des prises de conscience, des réflexions sur le sujet. Pas dire qu'on est tous alignés, loin s'en faut, il y aura des débats et c'est normal qu'il y ait des débats. Mais on sent quand même que voilà, l'enjeu est perceptible. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a des rapports de force autres qui pourront être faits, parce qu'il y aura des changements de pratiques qui vont être rendus possibles. Voilà, moi c'est ce qui me donne de l'espoir. Je m'engage pour ça, je m'engage pour mes enfants, pour les enfants des autres, pour les générations à venir. Et donc je trouve que quand il y a mise en mouvement là pendant notre campagne, puisqu'on est en période électorale, que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'on a un vrai soutien. Voilà. Et ce soutien-là, il donne de la force. Et donc oui, je pense qu'il y a une forme d'alignement de planète entre ces mobilisations citoyennes et celles des jeunes en particulier, et puis le fait que peut-être on réussira des transformations indispensables.